Mathieu. Qui es-tu? Salut Johan, Salut Mathieu. moi qui je suis? Ouais, qui Alors, es-tu? je suis Mathieu Deringer. Mathieu Deringer, j'ai vécu une enfance inconfortable. J'ai choisi de venir vivre une enfance plutôt compliquée, où j'ai vécu un peu de la violence, tant physique que psychologique un petit peu. Mais voilà, aujourd'hui c'est quelque chose qui est pardonné parce que j'ai pris conscience que c'est ce que je suis venu vivre et que si j'avais pas vécu ça, je pourrais pas permettre aux gens aujourd'hui de regagner confiance et estime en eux-mêmes et de pouvoir avancer et de se libérer de leurs addictions. C'est parce que j'ai vécu ça quand j'étais enfant qu'aujourd'hui je peux me permettre d'aider certaines personnes. Donc pour moi, ça me va, tout est à sa place. C'est comme s'il y avait un petit peu le karma. Je viens vivre mon karma au départ. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de ce karma? Ben, je décide d'en faire un dharma. Je décide de, de faire quelque chose de positif du négatif qui a pu m'arriver avant, en fait. Et aujourd'hui, je suis thérapeute spécialisé dans les addictions, les dépendances. Je suis aussi scénographe un petit peu, c'est-à-dire que je vais mettre les gens en situation, je les fais marcher sur le feu, je vais faire des choses pour libérer des traumatismes à l'intérieur d'eux, parce qu'on sait que de toute façon, la racine des dépendances et des addictions sont en lien avec des traumatismes, conscients ou inconscients. Et donc voilà, je me suis spécialisé là-dedans. Donc j'organise beaucoup de stages en lien avec ça, en fait, pour que les gens bougent vraiment et qu'il y ait un avant et un après stage et qu'on puisse voilà, travailler sérieusement. Spécialiste aussi de l'ancrage, de l'incarnation, parce que ça passe aussi beaucoup par là. Les dépendances et les addictions sont un prétexte pour vivre à côté de nos pompes. On est dans une société impermanente qui nous met dans un stress et une insécurité permanente, un petit peu quelque part. Du coup, on est complètement à côté de nos pompes parce qu'on vit dans la peur. Plutôt que d'être confronté à cette peur à l'intérieur de nous et d'aller voir ce qui se passe, on préfère évoluer à côté de nos pompes. Donc, moi, je pars du principe qu'on va vraiment pouvoir faire un travail avec la personne à partir du moment où elle va revenir dans son corps. Tout va passer par le corps. Donc voilà, c'est un peu mon job aussi. Et quand tu t'es présenté, tu as parlé de j'ai choisi de vivre une vie compliquée. Est-ce que tu penses que c'est un choix? Est-ce que tu penses que c'est justement ce phénomène d'incarnation qui est choisi mais non choisi? Est-ce que pour certaines personnes ce serait plutôt subi que choisi? Est-ce que tu pourrais expliquer la différence justement de... En fait, pendant longtemps, j'ai évolué avec la croyance que j'étais pas à la hauteur, que je méritais pas, que j'avais beaucoup de colère à l'intérieur de moi, parce que je criais à l'injustice d'avoir vécu tout ce que j'ai pu vivre quand j'étais enfant, en fait. Et, euh, et cette colère m'a mené à l'autodestruction, en fait, de moi-même et puis de mon entourage par la même occasion. Et j'ai vécu une EMI il y a de ça 20 ans après un accident de moto, j'ai fait une expérience de mort imminente, Qu'est-ce que d'accord? c'est? C'est-à-dire que je suis tombé dans le coma et là je suis sorti de mon corps et je me suis retrouvé dans une lumière, ça a mis un certain temps, j'étais aspiré dans une lumière en fait, j'étais dans un vide noir total, je suis monté, monté, monté. D'un seul coup, il y a une étoile qui m'a aspiré et je me suis retrouvé dans cette immensité blanche, lumineuse. Oh, c'était incroyable et je ressentais l'amour dans toutes mes cellules, c'était fabuleux quoi. Et je flottais, j'étais là en lévitation et c'était dingue quoi. Et tout me paraissait beau, tout me paraissait génial. Pendant cette montée, par contre, j'ai vu des flashs de moments importants dans ma vie, de gens importants, mon premier amour, mon parrain, etc. etc. Et, euh, et une fois dans cette lumière, waouh! Et je pense à rien, juste à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et là, il y a une voix qui me dit, Mathieu, ton heure n'est pas arrivée, ton heure viendra bien assez tôt. Pour l'instant, tu as encore des choses à réaliser ici-bas. Et puis, et je suis redescendu. Et je me suis réveillé dans mon corps et voilà. Et du coup, là, déjà, j'ai pris conscience qu'il existait autre chose. Moi, j'avais beau avoir une éducation catholique, un petit peu quelque part, j'ai fait mon catéchisme, mes communions, etc. etc. Je doutais un petit peu du bon Dieu. Et là, ouais, je me suis dit que vraiment, il existait autre chose. Donc, j'étais pas, à la sortie de cet accident, j'étais pas capable d'expliquer ce que j'avais vécu. J'en étais incapable. C'est des années après que, petit à petit, j'ai réussi à rassembler les choses et à voir vraiment ce qui s'était passé. Et, euh, et du coup, dans les rencontres que j'ai fait au fur et à mesure de mon évolution, j'ai rencontré des personnes. Et notamment, un jour, j'ai rencontré une femme de qui j'étais vraiment admiratif, amoureux et admiratif. Et cette femme, un jour, me dit,
je connaissais rien au développement personnel, c'était mes tout débuts. Et elle me dit, j'ai pardonné à mon père ce week-end. Quoi. J'ai dit, ah ouais, t'as pardonné à ton père de quoi? Elle me dit, figure-toi que je me suis fait abuser par mon père. De mes 6 ans à mes 12 ans, mon père m'a abusé régulièrement. Et je lui ai demandé pardon. Je dis, quoi? Comment ça, tu lui as demandé pardon? Je dis, donne-moi son adresse, on va aller le voir tout de suite, il y aura hors de question, on va lui régler son compte. Et là, elle m'a expliqué qu'en fait, elle avait grandi avec la colère toutes ces années. Cheville au corps, de ressentir cette injustice, d'avoir pu vivre ça. Et elle a pris conscience qu'en fait, on a une incarnation, on vient vivre quelque chose, en fait. On est à une date de naissance précise, à une heure précise, avec un nom, un prénom, ce qui va déterminer un petit peu notre programme de vie, ce qu'on a à vivre. Et pour elle, ce qu'elle avait à vivre, elle devait vivre avec ce père-là parce qu'elle avait cet abus à vivre. Peut-être qu'elle l'avait vivre dans une autre vie à une autre personne et que dans cette vie-ci, elle était venue pour rattraper ça et le vivre elle-même. Qu'est-ce qu'elle allait en faire? Ça allait l'emmener dans la destruction ou au contraire, ça allait l'emmener dans l'évolution. Et du coup, quand elle a demandé pardon à son père, il a dit « Je te demande pardon parce que je t'ai maudit pendant des années et des années, mais je m'aperçois qu'en fait, c'est moi qui suis venu vivre ça. Donc, tu n'as fait que répondre au programme que je suis venu vivre un petit peu quelque part. Tu n'es pas excusable et je vais porter plainte contre toi parce que je n'ai pas envie que tu recommences ça avec d'autres enfants. Donc, je vais porter plainte contre toi et j'espère que tu seras puni pour ce que tu as fait. Mais moi, je te demande pardon pour ça et je me demande pardon à moi. C'est-à-dire que je coupe ce lien de colère que j'ai avec toi. En fait, j'ai plus envie de te voir pour autant, mais au moins je veux me pacifier à l'intérieur de moi. Je veux arrêter de culpabiliser, de croire que j'ai vécu ça parce que j'étais pas à la hauteur, que j'ai pas su dire non parce que j'étais pas à la hauteur, parce que je suis nul, parce que voilà. Et du coup, à partir du moment où elle a décidé de pacifier cet espace-là, tout s'est ouvert pour elle. J'ai un autre exemple aussi. Simone, 75 ans, qui vient me voir en cabinet et qui me dit... je dis Simone, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, m'en parle pas, mon pauvre gars. Elle me dit, j'ai 75 ans, je suis sous Prozac à 75 ans. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle m'explique qu'elle a 3 enfants, que son premier enfant, elle était un ange avec elle, que son dernier, elle était un ange avec elle, mais que celui du milieu, elle était une vraie peste avec lui. Et qu'elle ne sait pas pourquoi. Elle ne comprend pas pourquoi. Elle était vraiment hyper désagréable avec cet enfant. Et j'ai expliqué à Simone ce que je viens de t'expliquer. C'est que tu nais à une date de naissance précise, avec un nom, un prénom, à une heure, etc., avec une situation géographique, et ça va déterminer ton programme. On le voit bien avec la numérologie, on voit bien la précision des planètes, on voit bien ces histoires de lune, on voit la précision de l'horoscope. Maintenant, les gens y croient pas, mais je veux dire, même les plus pragmatiques aujourd'hui se réfèrent à l'horoscope pour miser en bourse, etc. Donc, c'est quelque chose qui est vrai et qui fonctionne. Et du coup, ça a déterminé à ton enfant le programme qu'il était venu vivre, en fait. Et il n'avait pas besoin de faire appel à ta gentillesse. Il n'était pas là pour vivre ton côté gentil et ton côté agréable. Lui, il était là pour vivre ton côté obscur, ce que tu étais capable de lui faire subir. Parce que c'est le programme, c'est ce qu'il est venu incarner. Il n'est pas venu incarner une enfance facile, il est venu incarner une enfance compliquée. Et c'est avec ça, En fait, depuis que je vis tout ce que je vis et que j'ai vécu cette incarnation, cette mort imminente, je prends conscience que la vie, c'est un jeu, en fait. La vie, c'est réellement un jeu. Tu viens vivre avec ces conditions, tu as ton programme qui est déjà préétabli, c'est comme si tu avais une partie qui était préétablie, une disquette qu'on t'a mis, tu as tel programme, qu'est-ce que tu décides d'en faire? Tu vas survivre toute ta vie ou tu vas décider d'accepter ce qui t'est arrivé et de vivre réellement la vie qui t'attend, en fait. Tu es comme tu es, tu ne pourras pas changer. Tu ne pourras pas changer. Tu peux devenir qui tu veux devenir, mais tu ne pourras pas changer ce programme qui t'a été inséré à la naissance, quoi. C'est pas possible. D'accord. Donc en gros, le jeu peut être aussi vu comme une sorte de pièce de théâtre. On est tous en interaction les uns avec les autres et que chaque rencontre est là pour nous faire évoluer. Exactement. Donc soit nous faire évoluer par nos parties sombres, comme tu as dit avec cette maman et son deuxième enfant, soit pour justement faire éveiller cette partie lumineuse à travers justement les choix conscients ou inconscients qu'on fait. Exactement. C'est ça? Exactement. Ok. Exactement. Chaque personne, ne serait-ce que chaque personne, moi pendant longtemps j'ai dit, moi j'ai besoin de personne, je veux avoir besoin de personne. La seule personne dont j'ai besoin, c'est moi, en fait. Et je me suis complètement gouré, en fait. J'ai besoin des autres. J'ai besoin des autres, ne serait-ce que pour savoir qui je suis. C'est partie de moi que je refuse de voir, en fait. C'est partie de moi que j'accepte pas. Eh bien, ma seule façon de les voir, c'est en les voyant chez toi,
en les voyant chez lui, en les voyant chez elle, en fait. Si je me dis, ah, toi, t'es radin. Ah, toi, t'es égocentré. Oh, toi, t'as un ego spirituel. Mais en fait, c'est pas d'eux que je parle, c'est de moi que je parle. Parce que même scientifiquement parlant, biologiquement parlant, il l'explique que la lumière que tu vas filtrer par tes yeux va venir faire réverbération par ton cortex préfrontal, c'est-à-dire va être concentré dans ton cortex préfrontal et va ressortir en fait. C'est-à-dire ça va être filtré par ce qui t'a été engrammé à la naissance et qui tu es, que tu n'oses pas aller voir à l'intérieur de toi. Donc merci à toutes ces personnes chez qui je vois des défauts parce que ça me permet de voir mes défauts à moi. Mais qu'est-ce que ça me permet de voir mes défauts? C'est comme ça que j'ai vraiment appris à me connaître. C'est que ça me permet de voir mes vraies qualités. J'ai pu à m'octroyer les qualités que j'ai lues dans un bouquin ou que j'ai vues dans une série ou autre. C'est mes vraies qualités. À partir du moment où je connais mes défauts, je connais mes qualités. Parce qu'on est toujours les deux polarités, en fait. Et c'est ça qui est chouette. Est-ce que, du coup, on a chacun notre réalité. Donc, du coup, comme tu l'as dit à juste titre, chacun a sa perception des choses, chacun voit sa réalité, on est programmé pour ça. Et en même temps, l'interaction des uns et des autres nous permet de refléter la lumière qu'on a en nous. Donc, ce qui nous agace chez les autres, c'est aussi ce qui révèle quelque chose de nous qu'on peut réprimer, aussi, ne pas accepter. Ce qu'on admire chez quelqu'un, est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on a en nous et qu'en fait, on se minimise? Et ça, est-ce que ça crée justement des croyances, des blessures? C'est exactement ça, ce que tu vas admirer chez quelqu'un que tu admires profondément, en fait, c'est juste que tu as ces qualités en toi et que tu les vois pas, en fait, que tu les exploites pas. Donc, plutôt que de les exploiter, d'aller les voir en toi, tu préfères les voir chez les autres et dire « Oh, wow, qu'est-ce qu'il est génial! Oh, wow, qu'est-ce qu'il est bon musicien! Wow, qu'est-ce qu'il est bel artiste! Wow, qu'est-ce qu'il est bienveillant! » Mais en fait, c'est des qualités que tu as chez toi. Le problème, c'est quand on est jusqu'à on est une personne. À la naissance, on est une personne, d'accord? Jusqu'à 9 mois, on est complètement éthéré, on est complètement dans l'éther parce qu'on est encore relié à la mère, on est encore dans la matrice un petit peu quelque part. On voit bien qu'un bébé, c'est parce que sa fontanelle est encore ouverte, on voit bien qu'un bébé, si tu le poses sur le bord d'une table, il va tomber, boum, sur le bord d'un canapé, il va tomber jusqu'à 9 semaines. Après 9 semaines, la fontanelle se referme et là, le bébé prend conscience qu'il est un parmi les autres, d'accord? Donc, là, le bébé va être complètement narcissique. L'enfant va être narcissique. Il va croire que le monde tourne autour de lui, en fait. C'est-à-dire que toutes les interactions qui vont se passer autour de lui, il va penser que c'est à cause de lui. Si les parents se prennent la tête, il va croire que c'est de sa faute. S'il est abandonné, s'il a le sentiment d'abandon, il va croire que c'est de sa faute. La blessure d'injustice, la blessure de rejet, etc. Tout ce qu'il va vivre à cet âge-là, il va penser que c'est de sa faute parce qu'il n'en vaut pas la peine, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, ce bébé? Il va créer une personnalité. Il va laisser sa personne pour créer une personnalité, en fait. Donc, il va se créer un déguisement pour éviter d'avoir à reproduire encore ce traumatisme. Il veut surtout pas revivre ça, l'enfant. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est en correspondance à ça. Et cette personnalité va être faite pour montrer que le beau de lui. Donc, je vais grandir en efforçant de montrer que le beau de moi et limite me faire croire que je suis que le beau moi-même, en fait, sans prendre conscience que je suis aussi l'autre polarité. Je suis venu pour vivre ça, en fait. Et ma personne, c'est ça. C'est accueillir cette autre polarité à l'intérieur de moi, l'accepter, me pardonner d'être ça aussi. Quand les personnes viennent me voir en cabinet et me disent « Je ne me connais pas, en fait, je ne sais pas qui je suis, j'ai un manque de confiance en moi et je ne sais pas qui je suis », le premier truc que je fais, c'est quels sont les défauts de vos parents, en fait. Qu'est-ce que vous reprochez à vos parents? Par rapport à ce qu'ils reprochent à leurs parents, ben je leur dis voilà, vos traits de caractère, c'est ça. Mais l'avantage de savoir ça, c'est que vous allez pouvoir vous pardonner d'être ça. Mais qu'en plus, vous allez pouvoir vous féliciter d'être l'inverse de ça, d'être l'autre polarité. Si vos parents sont radins, félicitez-vous, pardonnez-vous d'être radin aussi, mais aimez-vous parce que vous êtes aussi généreux. Allez pas dans un excès de générosité, parce que ça se voit beaucoup, d'être dans un excès de générosité pour éviter ce côté radin qui appartient à mes parents, qui est censé appartenir à mes parents. Bah ouais, mais c'est à toi aussi. Ton cerveau d'enfant, il a été engrammé comme ça. Je veux dire, jusqu'à 7 ans, ton inconscient, il est malléable. Tout ce que tu vas voir de l'adulte, pour toi, c'est la bonne façon d'être un adulte. Quand je serai grand, je serai comme papa et comme maman. C'est ça, en fait. Donc, tous les travers de tes parents, c'est qui tu es, en fait. Donc ça, c'est une clé incroyable. Mais à force de fuir ces parties-là de moi,
Qu'est-ce que ça fait? Cette personnalité, elle pèse de plus en plus sur moi. Et là, je vais être de plus en plus dans la mésestime, dans la culpabilité. Et là, ça va générer des dépendances et des addictions. Et je vais m'accrocher au regard des gens, souvent aussi. Et ça veut dire que tous les comportements que l'on fuit, on les réprime, on les accepte pas, on les réprime. Et est-ce que au bout d'un moment, ça fait partie des stratégies que la personne opère quand elle, du coup, justement, ce côté radin qu'elle veut surtout pas exprimer parce qu'elle le voit chez ses parents, à un moment donné, elle va l'exprimer de manière compulsive, de manière incontrôlée. Et c'est là, du coup, où pour soigner ça, il y a les addictions qui interviennent. Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place justement parce que c'est trop réprimé, alors que du coup, comme c'est pas accepté, c'est pas pardonné, c'est exprimé de manière incontrôlée et compulsive. Ouais, mais en fait, le fait de pas l'accepter, c'est soit je l'accepte pas, je le suis aussi et je l'accepte pas, soit je vais dans l'autre excès, je vais dans l'excès de générosité, et tellement dans un excès de générosité que je vais me dépouiller moi-même, en fait. C'est mon banquier qui va m'appeler toutes les semaines et qui va me dire, oh là, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un excès de générosité, je veux surtout pas ressembler à mes parents qui sont, eux, complètement radins. J'ai vu aussi des enfants, des adultes qui, enfants, ont grandi avec des parents qui étaient complètement taiseux, disaient rien, d'accord? Et ça faisait quoi? Ça faisait que eux aujourd'hui, ils disaient tout. Ils étaient complètement sans gêne. Ils te balançaient n'importe quelle vérité à n'importe quel moment, tout ce qui leur traversait, boum, ils te balançaient ça à l'emporte-pièce. Donc c'est un truc qui socialement est pas acceptable non plus, est hyper inconfortable. Donc non, il faut savoir aussi modérer, mais de peur de ressembler à ses parents, la personne balançait ça. À partir du moment où la personne prend conscience qu'elle est aussi ça, aussi une taiseuse, et qu'elle se pardonne de cette partie-là, elle cesse d'être sans gêne et de balancer n'importe quelle vérité à n'importe quel moment. Et on retrouve ça pour plein de choses. J'ai vu une personne aussi qui disait « Oh, je suis lumière, je suis amour, je suis bonté, je suis gentillesse », et qui vivait complètement à côté de ses pompes. Et en cherchant bien, elle a elle a mordu le pied de son petit frère quand elle était enfant, à sang en fait, et parce qu'elle était jalouse, elle était toute petite, et jalouse de son petit frère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les parents, quand ils ont vu ça, quand ils ont entendu l'enfant hurler, et qu'ils ont vu le pouce de pied en sang, mais ils ont dit à la petite fille, mais t'es un monstre, t'es horrible, t'es une cannibale, comment on peut faire ça? Donc, elle a grandi avec cette idée qu'elle était un monstre, en fait, quoi. Donc, pour éviter d'être ce monstre, elle était complètement dans les dépendances et les addictions, et elle était à côté de ses pompes. Donc, quand je parle avec elle, elle me dit, bon, oui, je fume toujours, tout ça, mais c'est mieux que ce que c'était avant, parce que j'ai grandi avec l'idée que j'étais un monstre, en fait. Donc, ouais, là, ça va, là, aujourd'hui, je suis pacifié, quoi. J'ai dit, quoi? J'ai dit, mais ce que t'as fait à ton petit frère, ça se fait pas. Bah oui, t'es un monstre. Oui, t'es un monstre. Mais c'est bien de savoir que t'es un monstre. Au moins, c'est de l'accepter, de te pardonner de ça. De te pardonner cette partie de toi qui est monstrueuse. On ne fait pas ça à un enfant. En fait, si tu te pardonnes cette partie-là, tu vas arrêter de vivre à côté de tes pompes et tu vas accepter d'être aussi cette polarité. Et là, tu vas être un être incarné. C'est comme ça que moi, j'ai arrêté de me fuir, en fait. C'est comme ça que moi, j'ai dissous ma colère. C'est comme cette colère qui était destructrice pour mon estime, pour mes addictions, mes dépendances. C'est comme ça que j'ai réussi à me pacifier, en me pardonnant. Et en pardonnant à mes parents de ce qu'ils m'avaient fait vivre, en fait. C'est ça qui m'a pacifié. Et en acceptant d'être aussi les polarités dont j'ai hérité de mes parents. Ce côté violent, ce côté... plein de côtés qui m'appartiennent aujourd'hui et qui sont acceptés et qui sont apaisés, en fait. Parce que je les ai vus en moi. Et ça permet de déculpabiliser aussi et de se libérer aussi d'un fardeau pour après se reconnecter à son cœur. Complètement. Et pouvoir aller de l'avant. Et lâcher, pouvoir aller de l'avant. Et ne plus être à côté de ses pompes et revenir dans son corps. On n'a plus besoin de se fuir, en fait. On n'a plus besoin de se fuir. On a juste à être qui on est. Mathieu, donc du coup, tu es thérapeute, tu utilises l'hypnose, tu disais tout à l'heure que tu faisais marcher les gens sur le feu. Quelle est ta pratique de manière générale et quotidienne, régulière? Moi, je pratique régulièrement le Kundalini Yoga, le Yoga Kundalini, les méditations Kundalini. C'est quoi? C'est une pratique c'est le plus vieux yoga d'après ma culture, d'après mes enseignements, c'est le plus vieux yoga qui puisse exister. Okay. C'est un yoga qui a existé 5000 ans avant Jésus-Christ. Ça s'appelait le Raja Yoga, qui était le yoga pour les rois. Ensuite, ça a été le Kali Yoga, qui a été le yoga pour les guerriers.
Et 250 ans après Jésus-Christ, ils en ont fait le Kundalini Yoga, en fait. Ils ont fusionné les deux, ils en ont fait le Kundalini Yoga. Et c'est un yoga qui est très propice pour les dépendances et les addictions, pour en faire quelque chose de beaucoup plus passionnant, pour permettre au corps de se ressentir, pour permettre de vibrer fort, vibrer haut. Et il a été importé dans les années 60 par un maître qui était en Inde. Il était douanier, ce maître. C'était un maître yogi qui était aussi douanier. Et à l'époque, il y avait plein de gens qui passaient du LSD à la douane. Et il leur a dit, où est-ce que vous allez avec tout ce LSD-là? Et ils lui ont expliqué qu'en fait, ils allaient à une fête Woodstock aux États-Unis et que ça se passait là-bas. Et lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Avec son habit de yogi, il a été à Woodstock. Et tu vois le mec, après Jimi Hendrix, qui enseigne des méditations et des kriyas sur scène pour montrer aux jeunes qu'ils peuvent se défoncer naturellement, qu'ils peuvent planer naturellement sans avoir à prendre de drogue. Et il est récompensé dans les années 70 pour avoir sorti un programme pour sortir les dépendants de la drogue. Okay. Et c'est chouette. Et ça permet vraiment de reconstruire ces zones dans le cortex préfrontal. Parce que ce traumatisme qu'on vit quand on est enfant va libérer un fort taux de cortisol et d'adrénaline. Quand tu parles de traumatisme, c'est aussi les blessures? C'est les blessures. Okay. Le traumatisme, c'est les blessures. D'accord. Quand tu es enfant, c'est un traumatisme, en fait. Okay. Et c'est une histoire de survie, souvent de se créer une personnalité, parce que c'est insupportable à vivre, en fait. Donc, en fait, ce traumatisme qu'on va vivre va libérer de la cortisol, le cortisol. Le cortisol, c'est les glandes surrénales juste au-dessus des reins qui libèrent ça, d'accord, avec l'adrénaline. L'adrénaline qui vient du mot surrénal un petit peu. Et ça va libérer cette hormone du stress qui va venir parasiter le cortex préfrontal. Du coup, le cortex préfrontal, boum, se fige. Ok. Seulement, quand tu es enfant, tu parles pas. Tu parles pas de ce que tu viens de vivre. Tu parles pas de ce que tu viens de ressentir. Tu vas pas dire, ouais, j'ai l'impression de manquer d'amour, j'ai l'impression de manquer d'attachement, j'ai l'impression de souffrir de l'abandon, du rejet ou autre. Et comme tu parles pas de ça, eh ben, cette hormone reste dans ton cortex préfrontal et fiche ton cortex préfrontal. Et du coup, tu crées pas d'espace entre les neurones, en fait. Entre les neurones du cortex préfrontal, tu crées pas d'espace, tu crées pas de zone tampon, un petit peu quelque part. Qu'est-ce que tu crées à la place? Tu crées des alarmes. Ok? C'est-à-dire que ces alarmes, ça va être des alarmes de vigilance, en fait. Pour éviter d'avoir à revivre le traumatisme. Tu vas vivre de la peur, tu vas être la peur. Tu vas vivre de la colère, tu vas être la colère, en fait. Parce que tu vas pas avoir ces zones tampons. Alors, en fait, ce cortex préfrontal, il va gérer les fonctions cognitives complexes. C'est lui qui va générer l'intuition. C'est lui qui va générer les compulsions aussi. C'est lui qui va gérer l'émotionnel. C'est lui qui va gérer la présence ici et maintenant. C'est ce cortex préfrontal aussi qui va gérer la communication avec les autres. Il gère vraiment beaucoup de choses complexes comme ça. Et le problème, c'est que quand il arrête de grandir, eh bien, en grandissant, quand toi t'évolues, quand tu vas vivre une peur, tu vas être cette peur. Quand tu vas vivre la colère, tu vas être cette colère. Tu vas pas prendre de temps de détachement avec ça. Par exemple, si tu es invité par une personne qui dit « Ouais, viens, on se fait un petit apéro tous les deux et tout, tranquille. On se voit demain soir. » Ok. Et tu arrives au rendez-vous, et qu'il y a une dizaine de personnes dans la pièce. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être pris de peur, tu t'attendais pas à ça du tout, quoi. D'accord? Et tu vas être cette peur. C'est-à-dire que si tu dois prendre la parole, eh ben, ton verbe va pas être juste. Tu vas être parasité par cette peur parce que tu vas être cette peur. Tu vas être cette panique. Tu vas avoir l'impression d'être jugé. Tu vas avoir l'impression d'être stigmatisé. Tu vas avoir cette peur. Et c'est tout à fait humain. Alors que si tes zones tampons sont bien gérées dans ce cortex, tu vas prendre un temps, tu vas respirer. Wow. Et puis tu vas ironiser, tu vas dire bah, je ne m'attendais pas à ce que ce soit la fête en arrivant ou je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. Et là, tu vas te détacher de cette peur. Tu ne vas plus être cette peur en fait. Ok, ce qui veut dire que quand tu n'as pas les zones tampons qui sont développées quand tu es enfant et qui figent le cerveau préfrontal, c'est ça? Le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal. Du coup, quand tu arrives à l'âge adulte, que ces zones tampons ne sont pas activées, qu'au contraire, tu as des alarmes et des radars dès qu'il y a une situation qui peut potentiellement ouvrir une blessure, quand adulte, tu n'as pas ça. Comment tu fais justement pour récupérer ces zones tampons? Est-ce que c'est justement le yoga dont tu parles? Exactement, voilà, okay. C'est à ça que je voulais en venir. C'est-à-dire que ces zones tampons, l'avantage avec le cortex préfrontal, c'est une des rares parties du cerveau que tu peux développer tout au long de ta vie, en fait.
tu peux reconstruire tout ça, tu peux redonner de la plasticité à ton cortex préfrontal. Et il y a plusieurs pratiques pour ça. Et notamment, le Kundalini Yoga est une très très bonne pratique pour le système nerveux et notamment le cortex préfrontal. Donc c'est pour ça aussi que je fais régulièrement cette pratique et que je l'insère dans mes protocoles et que voilà, c'est une très très belle pratique. Tu fais aussi de la méditation? Je fais aussi de la méditation Kundalini. En fait, si tu veux, le yoga, ça veut dire union, en fait. Donc, tu vas mettre ton corps en action pour être en union avec lui. Et cette union, après, tu vas en profiter. Tu vas te délecter de cette union, de ce yoga, dans la méditation. Pour moi, chaque séance de yoga, la séance de yoga est une façon de venir à la méditation. Une séance de yoga sans méditation, pour moi, c'est un non-sens, pour ma part, en fait. D'accord. Voilà. En tout cas, toi, c'est comme ça que tu le pratiques. C'est mon école, exactement. Et tu vois du coup que ça apporte des résultats en combinant les deux. Beaucoup de résultats, beaucoup de résultats. Ouais. Tu proposes un programme aussi de documents et d'enregistrements. C'est ça, ouais. Tu veux en parler? Ouais, je propose un programme de 21 jours, en fait, pour regagner confiance et estime de soi. Avec des méditations tous les matins à faire. Un peu pour Deepak Chopra, à la Deepak Chopra, comme pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une méditation qui va être différente chaque matin. Et cette méditation, dans chaque jour, il y aura une thématique. Et le soir venu, il y aura un petit PDF à lire avec un petit journal de bord à tenir et qui va nous permettre de bouger un petit peu dans nos structures. Et durant ces 21 jours, il y aura plusieurs séances d'hypnose avec des jours respectifs à écouter pour justement regagner confiance, estime de soi et enfin pouvoir être qui je suis. Et il y a un petit protocole qui est assez ludique, qui est à faire le matin aussi avant de commencer sa méditation, qui nous permet aussi de bouger dans les structures et de regagner confiance et estime de soi-même. Donc c'est une vraie complémentarité entre toi, ta voix, ton accompagnement et aussi le travail que la personne elle a à faire au quotidien. Exactement. Pour pouvoir aboutir à un changement, parce que tu ne fais pas tout le travail. Exactement. Il y a aussi cette notion de responsabilité et de choix. De responsabiliser les gens, évidemment. Leur montrer que, voilà, moi, il n'y a pas de baguette magique, en fait. Et que c'est important à un moment de se mouiller. Ces gens qui vont voir les thérapeutes et qui font des stages de bien-être en espérant que ça leur change la vie. Non, c'est un peu n'importe quoi. Tu veux faire un stage de bien-être, en fait, tu veux apporter du mieux à quelque chose que tu connais pas, en fait. Commence déjà par aller voir qui tu es à l'intérieur de toi. Et ça, c'est chouette. Et quelque chose aussi dont je voudrais parler, qui est important. Ils ont fait une étude et ils se sont aperçus que 40% des alcooliques étaient atteints de TDAH, en fait, de troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité, en fait. Et du coup, la molécule qu'on donne à ces gens-là, en règle générale, on leur donne de la dopamine, justement, pour arriver à stabiliser et stabiliser le mental et arrêter d'être dispersé dans tous les sens. En fait. Plutôt se calmer, se détendre et voilà, et apaiser l'activité cérébrale. Okay. Et du coup, les alcooliques, eux, compensent avec l'alcool pour justement arriver à ralentir ça. Donc en fait, ils se font une automédication un petit peu quelque part. Ils se prennent pour leur propre médecin et ils se font leur petit protocole à base d'alcool. Mais c'est pareil pour les fumeurs de joint. C'est pareil, un dépressif qui est dépressif, on va lui recommander du Prozac. Pourquoi ? Parce que la sérotonine, pareil, va l'empêcher de penser. Et allié à la dopamine, ça va vraiment le calmer. Et on trouve ça dans quoi ? On trouve ça dans la cocaïne, on trouve ça dans le joint, on trouve ça dans l'alcool, on trouve ça dans la caféine, on trouve ça dans tous ces substituts un petit peu quelque part. Donc ces hormones, elles sont essentielles à l'équilibre de la personne, mais le problème c'est que certaines personnes se font leur automédication, se prennent pour leur propre médecin et vont dans les dépendances et les addictions. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils prennent ça pour se sentir bien, en fait. Et dans un second temps, ils se prennent pour leur médecin et se font une automédication. Mais ils finissent par aller droit dans le mur parce que la consommation augmente, bien évidemment. Et là, ça va très, très mal. Et je voulais en venir aussi par rapport au comportement. C'est-à-dire que la dépendance affective, c'est exactement la même chose. La dépendance affective, qu'est-ce qu'on a besoin ? Qu'est-ce qu'on va chercher dans la dépendance affective ? On va chercher de la dopamine, mais on va chercher aussi de l'ocytocine. L'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement, du bien-être affectif, qui est du lien social un petit peu quelque part. Donc c'est pareil, c'est deux molécules qu'on va aller chercher. Donc une fois de plus,
on se fait une auto-médication en fait. C'est-à-dire qu'on se fait son petit protocole pour remplir cette carence qu'on a, qui peut dater de l'enfance en règle générale. Et ben on va se faire une automédication en se disant ah bah toi je suis amoureux de toi, je t'ai jamais aimé de cette façon-là, c'est juste incroyable, parce qu'on a besoin de ça en fait. On a besoin de recevoir le même amour pour se nourrir à l'intérieur. Donc en fait, que ce soit un comportement ou un produit, c'est exactement la même chose. La phase, elle est la même. On a juste besoin de quelque chose d'extérieur pour activer des hormones qui sont censées être naturelles à l'intérieur de nous. C'est comme cet enfant dont on ne s'occupe pas quand il est bébé. En fait, il va développer des comportements, il va sucer son pouce, il va prendre un doudou, il va se balancer pour justement arriver à compenser ce manque d'attachement et ce manque d'affection. Alors qu'un bébé dont on va s'occuper quand il pleure, eh ben là, il va prendre confiance en lui, confiance en le monde. Il va savoir qu'il n'est pas seul. Il va développer cette estime de lui-même. Il va sentir qu'il en vaut la peine, en fait. Et il n'aura pas besoin de compenser. Donc, en fait, ce qu'on vit aujourd'hui dans les dépendances ou les addictions, qu'elles soient affectives, que ce soit de la dépendance au shopping, au jeu ou à la cocaïne, on va juste reproduire quelque chose qu'on a vécu enfant, en fait. Et du coup, est-ce qu'à travers les addictions, quand tu parlais d'automédication, que les gens se faisaient eux-mêmes leur traitement, donc ils cherchent aussi cet apaisement intérieur à travers l'addiction de toutes sortes, hein. Ça peut être les jeux, le sexe, l'argent, ça peut être le sport aussi pour certains, donc chacun, le sucre, le café. Il y a cette recherche du coup de bien-être à l'intérieur à travers la sérotonine et la dopamine qu'on cherche à l'extérieur. Comment on peut du coup se la retrouver par soi-même? Justement, en recréant ces zones tampons entre les neurones. Avec la pratique. C'est ça. Après, même le sport, j'ai envie de dire, le sport, on peut aller chercher de la dopamine, de la sérotonine en faisant du sport. Oui. On peut aller la chercher en se mettant en contact avec la nature. Après, c'est l'excès de cette passion, qui est une passion névrotique, devient une addiction, tout simplement. D'accord? Donc, faire du sport, oui, c'est bien, mais pas au détriment de ma famille, en fait. Je ne suis pas dans un truc en délaissant ma famille, il n'y a pas de famille. Non, excuse-moi, il faut que j'aille faire mon footing. Non, parce que là, je redeviens dans une dépendance et une addiction. Donc là, il est important, du coup, d'aller traiter le traumatisme qu'il y a dans le fond. Mais comme je le dis souvent, le vrai renonciateur ne renonce pas. Il fait un choix différent, tout simplement. Parce que tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc c'est important si tu te dis, je libère une addiction, une dépendance, ok, c'est qu'est-ce que je décide de mettre en place en face. Je lâche quelque chose, mais qu'est-ce que je mets en place pour me faire du bien? Pour justement aller chercher ces hormones pour une autre automédication. Et j'en profite aussi pour aller voir ces traumatismes dans mon corps, en fait. Et la subtilité, elle est aussi de ne pas remplacer une addiction par une autre. Par une autre, c'est ça. Par exemple, si on a une addiction à l'alcool, de ne pas la compenser par un excès de sport. C'est ça. Parce que ça peut vite être pervers, finalement. Exactement, mais ouais, c'est ça. À partir du moment où je décide de ne pas me faire... Le fond n'est pas traité. Mais c'est ça, le fond n'est pas traité. Donc c'est bien de remplacer, c'est essentiel de remplacer, mais c'est essentiel aussi de se faire suivre pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, sinon ça va être dans un excès et ça ne va pas aller. En fait. Et de savoir en fait d'où vient le problème à l'origine, Exactement. pour ensuite effectivement faire du bien à son corps en faisant du sport, mais on sait pourquoi on le fait. Exactement. Pas par addiction, ni compensation, ni besoin, mais plus pour se faire du bien, par plaisir. Et là, il y a du coup une énergie, une intention qui est différente. Exactement, et une intention complètement différente. Ça passe par un traitement de fond. Exactement. Et ce traitement de fond, c'est en fait clarifier quel est le besoin. Exactement, c'est ça. Aller voir chez la personne, du coup. Pourquoi aujourd'hui cette automédication? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai envie de dire, au-delà de la compréhension dans la tête, la compréhension, elle vient après. C'est qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Parce que quand c'est un traumatisme que tu as vécu quand tu étais bébé, quand tu avais 1 an ou 2, que tes parents t'ont laissé pleurer pendant des heures et des heures et tu as vécu l'abandon, est-ce que ton inconscient il va me dire « Ah ouais, là, je me souviens que là, à 1 an, non !» Mais par contre, c'est dans ton corps. Donc, c'est ça qu'on va aller décristalliser. C'est ce qui est dans le corps. En revenant dans tes pompes, en revenant dans ton corps, via des pratiques particulières, là, on va pouvoir aller décristalliser ce qui se passe, en fait. Et ça, c'est chouette. Et après, peut-être que la compréhension viendra, peut-être qu'il y aura des images ou pas. Peu importe, ce qui est important, c'est d'aller déloger dans le corps, en fait. Il y a le corps et l'inconscient, peut-être lui qui est le réservoir d'apprentissage, de ressources et de souvenirs, a accès à la première fois où c'est arrivé, ou en tout cas à la fois où ça a créé la blessure. Est-ce qu'il est possible à travers l'hypnose d'aller justement demander à l'inconscient d'aller identifier où ça a commencé? C'est possible aussi, c'est possible d'aller l'identifier, mais c'est pas pour autant
qu'on va aller le décristalliser dans le corps. Ok. D'accord. Donc, On va le géolocaliser un petit peu quelque part. Ouais. On va voir où se situe le problème. Ok, bon, allez, on va faire comprendre que ça appartient à un autre moment. Ok. Mais par contre, ce qui est dans le corps, c'est dans le corps. Je veux dire, les thérapies, c'est chouette, les psychanalyses, c'est chouette, les TCC, les thérapies comportementales et cognitives sont essentielles. Mais le problème, c'est que ce qui est dans le corps, c'est dans le corps, en fait. D'accord. Ok. C'est pour ça que moi, les stages que j'organise, premier truc, c'est boum, on revient dans le corps. Une fois qu'on est dans le corps, une fois qu'on est bien là, ce qu'on va faire ensuite, décristalliser les traumatismes, tout ça, là, ça va permettre véritablement aux gens de bouger. Parce qu'ils sont de retour à eux-mêmes, en fait. Ok. Et du coup, tu fais des séances individuelles? Je fais des séances En cabinet. individuelles. Est-ce que tu proposes aussi des ateliers, des stages? Je propose de plus en plus d'ateliers, de stages. J'arrête de plus en plus l'individuel vraiment pour le groupe, parce que dans le groupe, ça bouge beaucoup plus. Les gens bougent beaucoup plus en groupe qu'en individuel, en fait. C'est ma frustration avec l'individuel, c'est de voir que les gens bougent, mais pas autant que le groupe, en fait. Quand ils sont dans un groupe, en plus, il y a un suivi avec le groupe, et c'est chouette. Je trouve que les gens bougent beaucoup plus en situation de groupe. Et tu parlais d'effet miroir? Et d'effet miroir, exactement. Et de voir que l'autre, c'est moi et que moi, je suis l'autre. Ça, il se passe de la magie, mais c'est incroyable. Il se passe des choses incroyables lors de stage. C'est fabuleux. Et je sais pourquoi je fais ce travail à chaque fois. Je me dis, mais putain, ouais, je suis content, quoi. Et quand tu vois les gens qui arrivent avec un certain regard et ils partent avec un autre regard. Et ça, c'est magique. Ok. J'ai encore une question, Mathieu. Quel regard portes-tu sur le libre arbitre? Sur le libre arbitre. Ouais. Puisqu'on est né à une telle heure, tel jour, que du coup les choses sont programmées, est-ce qu'à un moment, le libre arbitre que nous on opère, par exemple, est-ce qu'il est déjà programmé finalement? Ou est-ce que l'univers nous envoie sur un chemin et on se dit non, 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 je vais prendre un autre, et que quand même, malgré tout, il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous guide sur ce qu'on est? Quel regard portes-tu en fait sur cette notion-là? En fait, le libre arbitre, on l'a toute notre vie, sauf de 0 à 7 ans. De 0 à 7 ans, je viens vivre la programmation, je viens vivre ce programme, je viens vivre la disquette qui m'a été insérée. Mais le libre arbitre, après, on l'a tout le temps. Si tu n'es pas à ta place, la vie, elle va te mettre des baffes et elle va te remettre dans le chemin où tu es destiné à aller. Et si tu continues à aller dans ce chemin qui n'est pas le tien, ça va faire des dépressions, ça va faire des burn-out, ça va faire des addictions, ça va faire des maladies mentales, mais ça va pas bien se passer en fait. Et c'est juste des signaux que la vie t'envoie, te dire hey, ton libre arbitre, là, t'as pas choisi le bon libre arbitre en fait. Et reviens par ici. La vie, elle va pas t'envoyer de SMS, elle va pas t'envoyer de mail, mais par contre, elle va t'envoyer des signaux dans ton corps, des signaux dans tes problèmes, dans tes problèmes de voiture, des problèmes avec ta connexion aux gens, dans ton relationnel. C'est comme ça que la vie va t'envoyer des messages. Et là, tu vas savoir si, ah ouais, je suis sur la bonne voie ou pas, en fait. C'est savoir ressentir, percevoir les choses. C'est là, en fait, que tu serais juste dans mon libre arbitre. Je vais savoir ce qui est bon pour moi à partir du moment où je vais apprendre à percevoir et à ressentir. Et c'est important de ne croire en rien, en fait. Je veux dire, tout ce que je dis là, je ne demande pas d'y croire, en fait. Je te demande juste d'essayer de percevoir et de ressentir ce qui vibre pour toi et ce qui vibre pas. Prends pas tout à brûle pour point pour argent comptant. Juste infuse, vois, ressens ce qui se passe. Et ah ouais, mais ça c'est juste, ça ne l'est pas. C'est exactement ça. Et ça, c'est le 5e accord Toltec, en fait. C'est le nouvel accord Toltec qui est sorti. C'est ne crois pas en ce qu'on te dit, en fait. Apprends à percevoir et à ressentir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour toi. Parce que chaque personne va parler selon son école, selon ses ressentis, selon sa perception. Oui. Donc, c'est juste pour lui. Mais est-ce que ça l'est pour tout le monde? Peut-être pas. Ok. J'ai une question qui m'a échappé. Oui, quand tu parles de ne crois pas à ce qu'on te dit, est-ce que ça passe aussi justement par ce niveau? Donc du coup, il y a le reptilien, il y a l'émotionnel et il y a le préfrontal. Et du coup, quand on arrive à ce niveau d'analyse, de remise en question de ce qu'on nous dit ou de ce qu'on pense croire, ça permet aussi justement de développer cette capacité de prise de recul et du coup qui permet aussi de se recentrer sur soi. Est-ce que c'est une façon de voir les choses? C'est exactement ça. C'est-à-dire que en fait, l'information telle que tu la traites là, par rapport à ce que je te dis, l'information, tu la traites au niveau cérébral, en fait, avec toutes ces parties que tu viens d'énoncer. Donc, c'est là que tu traites ça.
Mais la vérité, elle se situe pas là, en fait. La vérité, elle se situe là. Donc, c'est digérer, intégrer ce qui s'est passé. Et c'est là que tu vas être capable de percevoir et de ressentir. Mais pour ça, il faut pas être à côté de ses pompes et revenir dans son corps, en fait. Et c'est ça, en fait, pour ressentir dans son corps, il faut quand même passer par une phase de on me dit un truc, je prends du recul, j'observe comment ça se passe dans mon corps. Donc ça passe par justement ce yoga, cette méditation, cette pratique quotidienne pour libérer les zones tampons. Exactement, c'est ça. Se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi. Et quand on a une info, le 5e accord, je prends du recul, j'observe. Et en fait, c'est tout un circuit en fait vertueux qui se met en place. Exactement. Et sortir de celui qui est plutôt vicieux, qui est dans le stress, dans l'absorption des infos qu'on a en permanence, qu'on nous répète. Et qui va vivre son émotion en fait, et qui va être son émotion, qui ne va pas prendre conscience que l'émotion est une chose, mais que lui, c'est autre chose en fait, quoi. Et vraiment se détacher de tout ça. Et ouais, c'est là qu'elle est la magie. Et il y a une fois, Mathieu, on a parlé aussi qu'on est une âme, je crois, qui sommes dans une expérience humaine. Ouais. On est un être spirituel venu vivre une expérience humaine, et pas un être humain venu vivre une expérience spirituelle. C'est-à-dire que toutes ces expériences qui te mettent à côté de tes pompes, ces expériences de perché, ces trucs de développement personnel à outrance, quoi. Stop, quoi. Les junkies du développement personnel qui veulent avoir des compréhensions de c'est karmique, c'est transgénérationnel, c'est si, c'est... Non, t'es là, t'es ici et maintenant. Peut-être qu'il y a autre chose, mais apprends déjà à ressentir à l'intérieur de toi. La compréhension, elle viendra après. Si tu prends des plantes, je dis pas, je dénigre pas les plantes, il y en a pour qui ça fonctionne, en fait, d'accord? Mais j'en vois plein aussi pour qui leur vie, elle est complètement engluée, complètement embourbée, et pour qui ça avance pas, et qui se tapent des schizophrénies, qui deviennent complètement perchés parce qu'ils sont pas redescendus. Donc ouais, non, ça je conseille pas. Pour moi, tout ça c'est perché. La vie, elle est dans le retour à soi et le retour au corps, en fait. Ouais, c'est là que la vérité. Comment ? Et au cœur. Et au cœur. Et au cœur. Pour moi, le cœur, c'est le corps, en fait. Oui. C'est là que vraiment il est alimenté. Et quand tu marches sur le feu, ça va vraiment réactiver ton chakra racine, ton ancrage, ton incarnation. Et là, le lendemain, tu sens ton cœur qui est... Et c'est pas parce qu'on t'a offert quelque chose, c'est pas parce qu'on t'a dit quelque chose de positif, c'est pas parce que tu as une bonne nouvelle, c'est parce que tu es dans le ressenti de l'amour de toi. Et là, tu goûtes à ta spiritualité. Et là, tu regoutes à la connexion de cette partie de toi qui est venue vivre quelque chose, en fait. Être spirituel, c'est quoi ? C'est être, tout simplement. La spiritualité, c'est juste être, au-delà de mes filtres. C'est juste être la personne que je suis venu incarner, prendre conscience de la personnalité que je me suis construit et revenir à la personne que je suis venu incarner. C'est ça la spiritualité, en fait. La spiritualité, c'est pas méditer, faire du développement, prendre des champignons, prendre des plantes. Non, la spiritualité, c'est juste être. Moi, j'ai rencontré un petit grand-père qui était venu me voir pour un problème de hanche. Et ce petit grand-père vibrait l'amour au plus. Et je lui demandais s'il voyait du monde, s'il faisait pas. Non. Et le mec, il envoyait juste de l'amour tous les jours à ses légumes et à ses animaux. Et il vibrait cet amour, si tu veux. On est relié à chaque personne, à chaque chose, par un tube, par un effet continu, comme ça. Si tu envoies de la colère à quelqu'un, ça va revenir vers toi et ça va intensifier ta colère. Mais à contrario, si tu envoies de l'amour, eh ben c'est pareil, ça va faire grandir cet amour de toi. Et c'est ça, en fait, être spirituel, c'est ça, c'est être en amour pour soi, en étant pacifié avec ses côtés, dans ses forces de fuir en règle générale. C'est ça la vérité. Et surtout que le faire et avoir sont les conséquences de qui on est. En fait, si tu veux, on est dans une société qui nous fait croire ça, en fait. Ça, c'est une croyance limitante. Si tu fais pas ça, ou si t'as pas ça, tu t'es rien du tout, en fait. Okay. En fait, on n'est pas dans le faire et avoir pour être. Aujourd'hui, on est dans une société qui nous demande d'être pour faire et avoir. Donc, à partir du moment où tu es dans ton être et que tu fais quelque chose, et que tu as quelque chose, là, tu es en correspondance avec qui tu es. Le mec qui fait beaucoup d'argent, ça le fait chier tous les matins de se lever pour aller à la banque, pour faire du trade, tout ça, ça le fait chier. Il a de la thune, il a une grande maison, il a tout ça, mais ça le fait chier en fait, quoi, tu vois. Mais seulement, il brille dans la société et il est content. Donc ce mec, il fait et il a pour être qui il est en fait. Moi, si tu veux, j'ai gagné beaucoup d'argent
d'accord. Euh, et pour autant, j'étais toujours rongé par le stress, la colère. Et j'aimais bien socialement, j'avais pris du galon, ça changeait du mec qui avait été dans la guerre niveau, parce que j'ai fait la Manche, puis une époque de ma vie, j'ai fait la Manche quand j'étais toxico, et là j'arrivais à un phénomène social où j'étais cadre supérieur, où je faisais de la thune, etc., etc., j'avais une grosse bagnole, une grosse maison, et euh, j'étais bien en vitrine en fait, mais j'étais malheureux à l'intérieur de moi, parce que j'étais rongé par le stress, l'anxiété, etc., etc., donc je faisais pour paraître en fait. Tu fais et tu as pour paraître qui tu es. Aujourd'hui, je gagne beaucoup moins ma vie, mais là, je sais que je suis en correspondance avec qui je suis, en fait. Je transmets mes savoirs, je transmets mes expériences. Et ouais, ça n'a pas de prix. Et là, je sais que je suis en correspondance de qui je suis. Et c'est là qu'elle est la magie, en fait. Et si vraiment tu veux savoir qui tu es, aussi, c'est regarde les gens qui t'entourent. On attire qui nous sommes, de toute façon. J'ai quitté ma petite amie parce que au départ on s'est rencontrés, on était un petit peu pareil en fait. Et après on a pris des chemins d'évolution complètement différents. Et elle, les gens qui l'entouraient, euh, c'était plus du tout ce que moi je vibrais. Et moi, les gens qui m'entouraient, c'était plus du tout ce que elle vibrait en fait. Tu vois. Donc on a pris des chemins complètement différents. Et là, quand je vois les gens qui m'entourent, je me dis putain, je suis content. Je suis content, je suis fier parce que j'aime ces gens-là. Je les aime dans leur entièreté, je les aime parce qu'ils sont, parce qu'ils vibrent, quoi. Je les aime parce qu'ils sont intéressants, ils sont enrichissants. Et là, je me retrouve. Tu vois ce que je veux dire? Que les gens qui me côtoyaient avant, je les vois plus, en fait, pour ainsi dire. Parce que c'était des gens qui correspondaient à ce paraître que je voulais envoyer. Et là, aujourd'hui, je suis plus avec des gens qui sont vraiment dans l'être. Parce que c'est ce qui me... Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est quand tu disais que tu gagnais beaucoup d'argent, tu sentais cette compression au niveau du corps. Et depuis le début de cet échange, tu parles justement de décristalliser, de ressenti, etc. Et donc, c'est intéressant de voir qu'en dehors de l'aspect monétaire et matériel, on n'est pas forcément heureux. Et là, toi, tu l'as ressenti dans ton corps, qu'aujourd'hui, où tu es délecté de quelque chose, bah, tu te libères par le cœur. Exactement. Et c'est comme si, en fait, se détacher du matériel permettait de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, Plus aligné, essentiel, plus essentiel. l'essentiel, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et en fait, au final, quand je faisais beaucoup de fric en travaillant, j'étais dans une dépendance. J'étais dans la dépendance au travail, en fait. J'étais dans la dépendance pour fuir ma colère, pour fuir ce que j'avais vécu, pour fuir cette mésestime de moi, pour faire croire, regardez comment je brille, regardez comme je suis fier de qui je suis. En fait, non, pas du tout. J'étais juste en train de me fuir moi-même en étant dans un excès de travail. Et aujourd'hui, je m'en fous, en fait. On peut penser ce qu'on veut de moi. J'en ai rien à foutre, en fait. J'en ai rien à foutre, et c'est ce que j'avais mis dans un post la dernière fois. C'est peut-être que tu vas me détester, mais je me dis que je suis un cadeau pour toi. Parce qu'en fait, je te renvoie juste des parties de toi que tu veux pas voir. Et peut-être que tu vas m'adorer, et je suis aussi fier de ça. Parce que tu vas aimer des parties de toi à travers moi, en fait. Ok. Et ça me va. C'est quoi le prochain atelier? Prochain atelier, c'est jour de l'an. Et après, Ouais. c'est quelque chose sur la dépendance au sucre. Donc, comme la Ok. dépendance au sucre, c'est en lien avec l'estime et la confiance en soi, on va vraiment aller travailler ça aussi. Voilà. Donc là, c'est la première rencontre avec Mathieu en groupe. C'est ça, 1er exactement. janvier pour commencer cette 1er belle janvier, année. exactement. On Ok. commence par une marche sur le feu. Ok. Après, on va faire une journée plus où on va aller décristalliser des traumatismes, des choses, libérer, regagner confiance et estime de soi. Et puis après, on va passer dans quelque chose une énergie beaucoup plus tantrique, d'amour en fait. D'amour de l'autre, d'amour de soi, se voir dans l'autre, et puis se voir en soi et ressentir vraiment cet amour. Et puis on va faire des massages aussi. Ça va être chouette. Ok. On va aller dans le corporel, on va aller se toucher, on va aller se masser. Ça va être bien, ouais. Et le premier, on va aller se prendre un bain de mer. Le premier jour de l'an, le premier de l'an, pour nettoyer un petit peu l'année passée et s'ouvrir à l'année à venir, en fait. Et on va poser des intentions tout ce week-end, et toutes ces intentions vont se réaliser. Il va y avoir des synchronicités qui vont se passer dans les jours qui suivent pour nous permettre d'accéder à ce qu'on a posé. Puisque tu parles d'intention, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui posent des intentions et qui pour autant ne voient pas le résultat, qui
qui pourtant ils mettent du leur, quoi. Je Ouais. pose une intention, voilà, j'ai demandé ça, La loi je souhaite d'attraction. ça, voilà. Quel J'en vois conseil? beaucoup qui me disent bah ouais, je suis la loi d'attraction, ça ne marche pas. Bah ouais, mais si t'es à côté de tes pompes, quoi, ça ne peut pas marcher. Le chakra racine, qui est le premier chakra, qui est le chakra de base, c'est la création de mes projets, c'est la prospérité, c'est qui je suis en fait. Si ce chakra-là, il n'est pas allumé, tu auras beau poser n'importe quelles intentions, ça ne viendra pas. Ce sera des pets de lapin. Reviens dans ton corps, reviens dans tes pompes. Et là, les choses vont se mettre en place en fait. Ok. Ça passe par là. Parce que ça peut être une intention du mental, peut-être parce qu'il y a une peur ou un besoin, et à faire la différence avec une intention du cœur qui, là, pour le coup, vibre avec qui on est. Exactement. Et Mais comment j'ai on envie de fait? dire, tu sais, quand tu es aligné, même si tu poses une intention égotique pour nourrir ton ego, on va te l'apporter en fait. Puis après, tu vas te dire, ah ouais, au final, ça ne nourrit pas la bonne partie de moi. Mais on va te l'apporter. On va t'apporter ce que tu as demandé. Une fois, j'avais donné, je fais des ateliers qui s'appellent la lampe d'Aladin pour pouvoir obtenir ce qu'on veut dans la vie. Et là, il y a une fille qui vient me voir, qui fait cet atelier et qui voulait une augmentation au travail, qui voulait un chéri, qui voulait arriver à passer son permis. Ça faisait 5-6 fois qu'elle essayait de le passer, elle n'y arrivait pas. Donc, elle pose toutes ses intentions et voilà. Et ça fonctionne. Elle me rappelle un an après, elle me dit bon, c'était dans l'est de la France. Et elle me dit bon Mathieu, j'aurais besoin de te revoir. Bah, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit je suis complètement en dépression là depuis quelques mois, ça va pas. Je dis bah, qu'est-ce qui se passe? Je dis ça n'a pas marché la lampe d'Aladin. Bah, elle me dit si, le problème c'est que ça a très très bien marché. Elle me dit figure-toi que j'ai été augmenté au niveau du travail, mon permis je l'ai eu. J'ai demandé à un mec grand brun d'origine anglo-saxonne parce que j'aime bien parler anglais, tu vois. Et bah, figure-toi qu'ils ont fait rénover le toit de la cathédrale de Langres, et que c'est une équipe d'Écossais qui sont venus rénover le toit de la cathédrale. Et j'ai rencontré mon grand brun écossais, et bah, je suis tombé folle amoureuse de lui. Le problème, c'est qu'il était marié en Écosse. Et que elle, ça allait contre ses fondamentaux, d'accord? Parce qu'elle était de culture musulmane, et que ça allait contre ses fondamentaux, mais elle s'est entichée d'amour pour ce mec, et elle en a souffert. Donc, j'ai envie de dire, on lui a envoyé ce qu'elle avait demandé. Elle était reconnectée à son chakra racine. On lui a envoyé ce qu'elle avait demandé. Mais seulement, elle avait omis de mettre certains détails, quoi. Donc, c'est pour ça, l'idéal, c'est jamais de trop détailler. Si tu essaies de détailler pour avoir ton ego, bah, on va te l'envoyer. Mais tu auras toujours oublié de mentionner quelque chose. Et la vie va se jouer de toi, elle va rire de toi, en fait. Et les intentions, du coup, quel genre d'intention tu poses? Si ça doit pas être trop précis, ce serait quoi? Après, comment est-ce que j'ai besoin pour être heureux? Ok. J'ai envie d'être heureux. J'ai envie d'être aligné, j'ai envie de... Ouais. Qu'est-ce qui va me permettre de vibrer la joie, en fait? Montre-moi. Okay. Donc, il faut s'attendre aussi à ce que la vie, elle te montre ce qui ne va pas, ce qui t'empêche d'accéder à la joie. Donc, tu peux avoir aussi des problèmes, des soucis. Si dans ton couple, tu as la sensation d'être bien, la vie va te montrer que non, ton amour, l'amour de toi et ta joie, ça passe pas par là. Donc, va faire en sorte pour que ça s'arrête, quoi. Donc, il faut être prêt aussi au bonheur. Souvent, on n'est pas prêt au bonheur. C'est ça le truc, quoi. Il y a des gens qui se complaisent dans leur malheur. Il y a des gens qui se complaisent dans leur malheur. Il y a des gens, beaucoup de gens qui se complaisent dans leur survie, en fait. Il y a des gens pour qui vivre, ça les dépasse. Pour eux, c'est vivre. La survie, c'est vivre. Ça me fait chier d'aller au travail tous les matins, mais j'y vais quand même, quoi. Ça me fait chier de voir la tronche de mon mari tous les soirs, mais bah, je rentre quand même. Et puis, bah, écoute, je me contente de ça, parce que c'est une croyance limitante, il faut faire avec, quoi, tu vois. Il y a des peurs cachées derrière ça. Et il y a des peurs, beaucoup de peurs qui sont cachées derrière ça. Et mes ateliers, en fait, les stages, les ateliers que je fais, ça s'appelle de la peur à l'amour. Parce que c'est vraiment ce qu'on va faire. On va vraiment aller ressentir cette peur, notamment avec la marche sur le feu, qu'on va transformer en amour pour passer sur le feu. Ça, c'est chouette. Ouais. Okay. C'est très, très puissant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, juste prenez le risque de ne pas être aimé. Prenez le risque de ne pas être aimé. Et là, c'est gagné. Amen. Merci Mathieu. De rien. À bientôt, Jeanne. Salut. Ciao.